Aujourd'hui, le monde entier retient son souffle. La reine Élisabeth II devient le premier monarque britannique de l'histoire à célébrer un jubilé de platine, 70 ans de règne. Ce n'est pas qu'un simple anniversaire symbolique, c'est un moment historique, unique. Aucun souverain britannique avant elle n'a atteint une telle longévité sur le trône. Derrière ces 7 décennies se cachent des changements d'époque, des bouleversements politiques, des avancées technologiques, des transformations sociétales. Et pourtant, tout au long de ces années, l'image d'Élisabeth II est restée celle d'un repère, d'un symbole de stabilité, de devoir et d'endurance. La planète entière parle de cet événement. Les chaînes d'information, la presse écrite, les réseaux sociaux, tous posent la même question. Comment cette femme, en apparence fragile mais déterminée, a-t-elle su maintenir l'unité d'une nation et préserver le respect du monde pendant tant d'années? Pour y répondre, il suffit de se tourner vers un symbole éclatant au centre de toutes les attentions, la couronne. À l'occasion de ce jubilé exceptionnel, le Royaume-Uni prépare une série de célébrations estivales. Des rues ornées de drapeaux, des parades, des concerts, des moments d'émotion diffusés sur tous les écrans. Mais au milieu de tous ces symboles, un seul se distingue nettement, celui qui a orné la tête de la reine le jour de son couronnement. Un objet de pouvoir, de transmission, de tradition ininterrompue. Cet objet, c'est la couronne d'État impériale. Son apparence frappe immédiatement. L'éclat des diamants, la profondeur des saphirs, le rouge intense des rubis, les lignes solennelles de ses arches, tout en elle semble proclamer « Je suis éternelle ». Et pourtant, au-delà de sa splendeur, cette couronne porte en elle une histoire fascinante, une histoire de rois et de reines, d'empires, de guerres, de secrets et de cérémonies. Elle n'est pas qu'un bijou, c'est un témoin silencieux de l'histoire. Son poids n'est pas qu'une question de métal et de pierres précieuses, près de 2 kilos tout de même. Il est symbolique. La porter, c'est porter l'histoire, porter la continuité, la responsabilité, la mémoire d'une nation. Cette couronne a vu des sacres, des conflits, des crises, des triomphes. Elle a été là dans les instants les plus solennels comme dans les plus critiques. Mais peu savent ce qu'elle a vraiment traversé, les modifications qu'elle a subies, les pierres qu'elle contient, les mains qui l'ont portée et les moments où elle a failli disparaître des regards. L'histoire de la couronne d'État impériale n'est pas une simple chronique de joaillerie, c'est l'histoire de la monarchie elle-même, racontée à travers un objet qui accompagne les souverains dans les instants clés de leur règne. Et aujourd'hui, alors que Sa Majesté célèbre ses 70 ans de règne, cette couronne redevient le centre de l'attention. Non pas comme une pièce de musée, mais comme un symbole vivant de tradition, de devoir, de grâce intemporelle. C'est par elle que commence notre voyage, un voyage à travers les siècles, le long des pierres précieuses, des ors anciens et des échos silencieux du pouvoir. Car pour comprendre la grandeur de ce jour, il faut remonter aux origines, à la lumière et à l'histoire que renferme cette couronne légendaire. La couronne d'État impériale n'est pas un simple ornement posé sur la tête d'un monarque lors d'un moment de gloire. Elle incarne l'essence même de la monarchie britannique, sa représentation tangible. Elle parle au monde sans prononcer un mot, imposant le respect, affirmant la continuité du pouvoir et conférant au souverain une majesté que nul titre, à lui seul, ne saurait exprimer. La couronne que nous connaissons aujourd'hui est le fruit de siècles d'évolution. Elle a absorbé non seulement le meilleur du savoir-faire des joailliers, mais aussi la symbolique mouvante qui accompagne la royauté anglaise, puis britannique, depuis le XVe siècle. Sa prédécesseur, la couronne de Saint-Édouard, est utilisée uniquement une fois par règne, lors du sacre. Solennelle, massive, presque sacrée, elle tient davantage de la relique que de l'objet cérémoniel. Une fois la cérémonie terminée, elle est rangée avec soin et laisse la place à celle qui devient la véritable compagne du règne, la couronne d'État impériale. Contrairement à la couronne du sacre, celle-ci est conçue pour être portée régulièrement, lors de cérémonies officielles, de portraits, d'ouverture du Parlement.
Plus légères, plus maniables, elles permettent aux monarques de faire vivre la tradition sans se figer dans le passé. La version actuelle remonte à 1838, mais des formes antérieures de cette couronne existaient déjà depuis des siècles, chacune adaptée à son époque et à la personne qui la portait. La couronne telle que nous la connaissons fut créée pour la reine Victoria, jeune souveraine au seuil de l'ère victorienne. Dès sa conception, elle alliait pierres anciennes et esthétique moderne. Elle marquait l'entrée de la monarchie dans un nouveau chapitre, un pouvoir toujours sacré, mais désormais plus proche du peuple. À partir de ce moment, la couronne devint non seulement un outil cérémoniel, mais aussi un élément central de l'image publique de la monarchie. Chaque monarque qui lui succéda a laissé sa marque sur la couronne. Un sertissage modifié, une arche réajustée, une doublure changée. Ces détails, à peine visibles pour le public, sont les signes d'un lien personnel entre le souverain et son symbole de pouvoir. Et au-delà du goût ou de l'ergonomie, ces changements discrets racontent une époque, un style de règne, une vision de la royauté. C'est ainsi que la couronne d'État impériale a acquis son statut particulier, celui de couronne active, de signe visible du pouvoir en exercice. Elle est devenue l'objet que l'on voit le plus souvent, celui que l'on reconnaît instantanément, qui incarne la monarchie non pas comme une légende ancienne, mais comme une institution toujours vivante. Aujourd'hui encore, alors que l'on célèbre le jubilé de platine, cette couronne réapparaît sous les projecteurs. Et ce qui la rend si exceptionnelle, ce n'est pas seulement son éclat ou son prestige, c'est ce qu'elle contient, une richesse de détails, de pierres, de récits. Chaque gemme, chaque motif est porteur de légendes, de secrets, d'héritage. Et maintenant, il est temps de s'approcher, de regarder de plus près, de plonger dans ces détails brillants et de découvrir ce que cette couronne, muette mais éloquente, a à nous révéler. Un seul regard suffit pour comprendre que la couronne d'État impériale n'est pas un simple bijou. C'est un langage codé en pierres précieuses, une histoire sculptée dans l'or, un manifeste silencieux de pouvoir, de mémoire et de continuité. Chaque élément a un sens, chaque pierre raconte une légende, un règne, un héritage. Elle ne brille pas seulement sous les projecteurs, elle renvoie dans ses éclats le poids des empires, des monarchies, des guerres et des victoires. Elle est ornée de 2901 pierres précieuses, et aucune n'est là par hasard. 2863 diamants scintillent d'un éclat froid et implacable. 273 perles, douces et éternelles, symbolisent la pureté et la sagesse. 17 saphirs, 11 émeraudes, 5 rubis, autant de joyaux que de chapitres secrets dans l'histoire britannique. Au centre brille l'un des diamants les plus célèbres du monde, le Cullinan II, surnommé la deuxième étoile d'Afrique. D'un poids de 317 carats, ce diamant monumental, découvert en Afrique du Sud au début du XXe siècle, fut offert à la couronne britannique comme gage d'allégeance impériale. Placé à l'avant de la couronne, il attire tous les regards. Ce n'est pas simplement un ornement, c'est une déclaration silencieuse de puissance. Mais ce n'est là qu'un début. À la base de la couronne, on trouve le mystérieux saphir de Saint-Édouard. La légende veut qu'il ait appartenu à Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre au XIe siècle. Inséré autrefois dans son anneau, il est considéré comme un porte-bonheur royal, une pierre de protection. Sa couleur bleu profond semble contenir le silence des siècles. À l'arrière de la couronne se trouve un autre joyau chargé d'histoire, le saphir des Stuarts. Il a traversé les révolutions, l'exil, les luttes de pouvoir dynastique. Il est un rappel muet de ces rois déchus dont la trace subsiste non par le trône, mais par les pierres qu'ils ont laissées derrière eux. Sur l'arche frontale, on aperçoit une pierre flamboyante, le célèbre rubis du prince noir, qui, en réalité, n'est pas un rubis, mais une spinelle. Cette pierre rouge sang a accompagné les souverains dans les batailles, notamment Édouard de Woodstock, dit le prince noir, au XIVe siècle. Elle aurait orné la couronne du roi Richard III le jour de sa défaite et de sa chute à la bataille de Bosworth.
Ce joyau ne brille pas seulement, il saigne de souvenirs. Enfin, à l'avant de la couronne, pendent 3 perles en forme de gouttes, douces et nacrées. Selon la tradition, elles auraient appartenu à Élisabeth Ière, la reine vierge. Ces perles évoquent la puissance féminine, la sagesse et la force dans l'isolement. Elles sont le souffle d'une souveraine légendaire, fixée à jamais sur la tête de celles qui lui succéderont. Ainsi, chaque gemme, chaque courbe, chaque éclat de la couronne d'État impériale est une page d'histoire. La couronne ne parle pas, mais elle se souvient, et elle raconte à ceux qui savent regarder. Ce n'est pas une parure, c'est une mémoire taillée dans la pierre, un livre précieux dont les chapitres brillent au lieu d'être imprimés. Et pourtant, malgré toute cette valeur, à la fois matérielle et symbolique, la couronne n'est pas un simple objet de musée, elle est encore utilisée, portée, manipulée, et parfois, elle tombe. Oui, même elle. Et c'est là, dans ces instants inattendus, que commence une autre facette de son histoire. Malgré toute sa grandeur, malgré le poids de l'histoire qu'elle incarne, la couronne d'État impériale n'est pas à l'abri des maladresses humaines. Derrière le protocole rigide et les ors du pouvoir se cachent parfois des moments inattendus, cocasses, parfois dramatiques, qui rappellent que même les symboles les plus sacrés peuvent vaciller. L'un des épisodes les plus célèbres remonte à 1845, lors de la cérémonie d'ouverture du Parlement. La reine Victoria, en pleine procession solennelle, avançait selon le rituel. Devant elle, la couronne était portée sur un coussin, comme le veut la tradition. Et puis, soudain, le coussin penche, la couronne glisse, tombe, roule. Devant les pairs du royaume et toute la noblesse britannique, le symbole suprême du pouvoir s'écrase au sol. Le choc est immédiat. Des pierres se détachent, les arches se plient, la structure est déformée. La reine racontera elle-même la scène dans son journal intime avec un humour tout britannique. Elle était toute écrasée, affaissée comme un pudding qu'on aurait laissé tomber. Ce jour-là, la couronne perdit un peu de sa perfection, mais elle gagna quelque chose de plus précieux encore, une part d'humanité. Car ces moments de fragilité ne diminuent pas la couronne, ils la rendent réelle. Ils nous rappellent que derrière les rituels millimétrés et les traditions centenaires, il y a des personnes. Et que même un monarque peut voir son emblème voler en éclats sans perdre sa dignité. Autre aspect méconnu, la couronne est lourde, très lourde. Près de 2 kilos d'or, de pierres et de structures métalliques reposent sur la tête du souverain. La reine Élisabeth II a un jour confié avec humour que porter la couronne était un exercice à part entière. On ne peut pas baisser les yeux pour lire un discours, la couronne tomberait. Chaque geste devient une chorégraphie étudiée, un faux mouvement et c'est tout l'équilibre qui bascule. La souveraine elle-même devait tenir la tête bien droite, le regard fixé, les épaules ancrées. La symbolique est puissante. Porter la couronne, c'est aussi porter le poids du royaume. Certains monarques n'ont d'ailleurs pas pu la porter du tout. Ce fut le cas du roi Édouard VII en 1902. Malade peu avant son couronnement, il dut renoncer à la lourde couronne de Saint-Édouard, pourtant prévue pour la cérémonie. À la place, c'est la couronne d'État impériale, plus légère, qui fut choisie, donnant à cet objet une importance nouvelle dans le rituel monarchique. Son fils, le roi George V, suivra la tradition du sacre avec la couronne de Saint-Édouard, mais quittera l'abbaye de Westminster en portant, lui aussi, la couronne impériale. Une manière de dire que la sacralité reste dans le passé, mais que le pouvoir réel se porte au présent. Et ces petits ajustements, ces choix pratiques ou personnels, modifier la taille intérieure, ajuster la hauteur des arches, renforcer la structure, témoignent d'une vérité plus profonde. La couronne s'adapte. Elle ne change pas son essence, mais elle épouse le corps et le temps du souverain qu'elle accompagne. Derrière les éclats et les rituels figés, il y a des gestes discrets, des coutures renforcées, des mousses ajoutées, des mains tendues pour l'équilibre. Et dans ces détails presque invisibles, on découvre la véritable nature de la couronne.
Elle est à la fois monument et outil, sacrée et quotidienne, solennelle et profondément humaine. Les imperfections qu'elle a connues, les chutes, les maladresses, les hésitations, ne ternissent pas son aura. Elles lui donnent du relief, parce qu'elle nous rappelle qu'elle est non seulement le témoin de l'histoire, mais aussi de l'humain derrière le trône. Le XXe siècle a bouleversé le monde. Empire renversé, révolution politique, guerre mondiale, changements technologiques et sociétaux, aucun domaine n'a été épargné. Et dans ce tumulte, la monarchie britannique a elle aussi dû s'adapter. La couronne d'État impériale, symbole intemporel du pouvoir, a traversé cette époque non pas intacte, mais évolutive, discrètement transformée pour rester pertinente. Un tournant majeur survient en 1937, à l'occasion du sacre du roi George VI. Ce n'était pas un couronnement prévu. Le peuple britannique venait d'assister à l'abdication soudaine d'Édouard VIII, ébranlant profondément la monarchie. George VI, réservé et peu préparé au trône, devint soudain l'incarnation de la stabilité. Et tout comme le roi, la couronne elle-même devait être réajustée, littéralement et symboliquement. Des joailliers furent appelés pour renforcer sa structure, adapter sa forme, repositionner certains joyaux afin de l'ajuster à ce nouveau monarque. Ces modifications étaient subtiles mais pleines de sens, préserver la tradition tout en reconnaissant un changement d'époque. Pendant son règne, George VI porta régulièrement la couronne d'État impériale lors des cérémonies officielles, notamment pour l'ouverture du Parlement. Mais l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale allait tout interrompre. Alors que les bombes s'abattaient sur Londres, que le pays vivait dans la peur, les fastes monarchiques furent suspendus. La couronne fut retirée de la vue du public, conservée en sécurité. À partir de 1938, elle ne fut plus portée pendant une décennie entière. Ce silence, cette absence, avait un poids symbolique. Même la couronne attendait. Mais la monarchie tint bon, et le roi George VI devint un symbole de courage. Il resta à Londres pendant le Blitz, visita les quartiers bombardés, parla au peuple avec calme et dignité. Même sans couronne sur la tête, son autorité se ressentait. Elle n'était plus visible, elle était incarnée. Lorsque la couronne d'État impériale réapparut en 1948, ce fait bien plus qu'un retour au protocole. C'était un signal fort, la nation avait survécu, le roi tenait toujours son rôle, et la monarchie, avec tous ses symboles, n'avait pas flanché. Puis, en 1952, la couronne passa à une nouvelle génération, une jeune femme de 25 ans, appelée à régner dans un monde qui changeait à une vitesse vertigineuse. Élisabeth II monta sur le trône à une époque où l'Empire britannique s'effondrait, où la télévision s'imposait, où la tradition devait se réinventer. Une fois encore, la couronne fut ajustée à sa nouvelle souveraine, physiquement pour sa stature, mais aussi symboliquement. Elle allait désormais être vue par des millions de personnes, non dans une cathédrale silencieuse, mais à travers des caméras, des écrans, des journaux, des photographies en couleur. Le XXe siècle a vu la couronne se retirer, puis réapparaître, se taire, puis briller à nouveau. Elle a accompagné des rois fragiles, des reines déterminées, des cérémonies majestueuses et des guerres dévastatrices. Elle a été absente lorsque le monde s'effondrait, puis elle est revenue, comme pour dire « Je suis toujours là ». À la fin de ce siècle mouvementé, la couronne était prête pour l'avenir, polie, préservée et chargée d'histoire. Lorsqu'en 1952, la jeune princesse Élisabeth devint reine, elle hérita bien plus qu'un trône. Elle reçut une charge sacrée, un rôle chargé de traditions ancestrales, et avec lui, un symbole silencieux mais écrasant, la couronne d'État impériale. Pour elle, cette couronne ne fut jamais un simple objet de cérémonie. Elle devint une compagne discrète et constante, l'écho tangible d'un devoir qu'elle n'avait pas choisi, mais qu'elle allait honorer durant plus de 70 ans. Elle fut le poids qu'elle porta, au sens propre comme au figuré, avec dignité, rigueur et fidélité.
Son couronnement en 1953, premier événement de ce type retransmis en direct à la télévision, fut un moment historique. Des millions de personnes à travers le Royaume-Uni et le Commonwealth assistèrent pour la première fois à une cérémonie si sacrée. Et au cœur de cette mise en scène majestueuse, une image restera gravée à jamais. Élisabeth II, assise sur le trône de couronnement, portant la couronne d'État impériale, ses joyaux scintillant sous les projecteurs. Mais ce que l'on ne voyait pas à l'écran, c'était le poids réel de cette couronne. Faite d'or massif et de pierres précieuses, elle avoisine les 2 kilos. La couronne fut légèrement modifiée pour s'adapter à la morphologie de la reine, mais elle demeurait lourde, exigeante, implacable. Des années plus tard, avec une touche d'humour, la souveraine déclara « On ne peut pas baisser les yeux pour lire son discours, la couronne tomberait ». Cette phase, à première vue légère, en dit long. Porter la couronne nécessitait maîtrise, grâce et une incroyable discipline physique, à l'image de son règne tout entier. À partir de là, la couronne d'État impériale devint l'un des symboles les plus reconnaissables de son règne. Elle la portait lors de l'ouverture solennelle du Parlement, événement hautement cérémonial, où la reine apparaissait vêtue de ses atours royaux, trônant sous les ors du pouvoir. Au fil des décennies, ces images devinrent emblématiques, la reine et la couronne formant un duo indissociable, presque mythique. Mais avec le temps, l'âge avançant, la reine choisit parfois de porter une couronne plus légère, le diadème de George IV, notamment lors des dernières ouvertures du Parlement. Ce n'était pas une rupture avec la tradition, mais une adaptation humaine, logique et douce. Pourtant, même lorsqu'elle ne la portait plus, la couronne demeurait présente, portée devant elle, toujours là, toujours symbolique. La relation entre Élisabeth II et sa couronne n'était pas seulement publique, elle était aussi profondément personnelle. Lors d'un rare documentaire intitulé The Coronation, diffusé en 2018, la reine fut filmée face à la couronne. Elle l'observait avec attention, presque tendresse. Elle la tournait, la manipulait doucement, comme on le ferait avec un vieil ami. Elle nota « Elle est très solide, n'est-ce pas ?» Et dans ce regard, dans ce sourire discret, on comprenait tout. La couronne n'était pas une relique, c'était un témoin. Pour Élisabeth II, la couronne n'était pas un trophée. C'était une responsabilité. Elle ne la possédait pas, elle en était la dépositaire temporaire. Et elle l'a servie avec une humilité rare, une rigueur constante, une grâce sans faille. Avec le temps, la reine n'avait plus besoin de la porter pour incarner ce qu'elle représentait. Il suffisait qu'elle soit là, sur un coussin, dans un cadre, dans la mémoire collective. La simple présence de la couronne suffisait à imposer le silence, le respect, la conscience du devoir. Et lorsque la reine choisit de ne plus la porter, personne ne s'en étonna. La couronne l'avait accompagnée. Elle, en retour, lui avait donné sens et éternité. Ensemble, elles avaient traversé l'histoire. Et désormais, l'une comme l'autre était devenue intemporelle. Lorsque la reine Élisabeth II porta la couronne d'État impériale pour la dernière fois, lors de l'ouverture du Parlement en 2016, nul ne savait que ce serait son ultime apparition avec elle sur la tête. Dans les années qui suivirent, elle choisit de privilégier le diadème de George IV, plus léger, plus adapté à son âge. À partir de là, la couronne entra dans une nouvelle phase de son histoire. Non pas un retrait, mais une existence différente, plus silencieuse, mais tout aussi signifiante. Aujourd'hui, la couronne n'est plus portée, mais elle n'a rien perdu de son autorité symbolique. Bien au contraire, en cessant d'être utilisée régulièrement, elle s'est élevée au rang de présence intemporelle. D'objet fonctionnel de la monarchie, elle est devenue un emblème permanent de la continuité et de la mémoire. Elle n'a plus besoin d'être posée sur une tête pour rappeler son importance, sa seule apparition suffit. Lors des grandes cérémonies, la couronne continue de défiler, mais désormais elle précède le monarque, portée sur un coussin de velours par le lord grand chambellan, aujourd'hui le marquis de Cholmondeley. Présentée avec la même solennité qu'autrefois, elle attire toujours tous les regards, qu'ils soient ceux des dignitaires dans la salle ou des millions de téléspectateurs à travers le monde. Même immobile, elle parle, elle affirme.
En dehors de ces moments, elle repose dans son sanctuaire permanent, la Jewel House de la Tour de Londres. Derrière une vitre blindée, sous surveillance constante, elle brille aux yeux de millions de visiteurs chaque année. Chacun s'arrête, captivé. Certains contemplent son éclat, d'autres y cherchent un fragment d'histoire, d'autres encore restent silencieux, frappés par la puissance de ce qu'elle incarne. Car la couronne n'est pas un simple bijou royal, c'est un fragment vivant de l'histoire britannique. Dans ce lieu, elle ne semble plus appartenir uniquement à la famille royale, elle appartient au peuple et d'une certaine manière à l'humanité entière. Son image se retrouve dans les films, les séries, les romans, les billets de banque, les timbres-poste. Elle est devenue un archétype universel du pouvoir monarchique, reconnaissable partout, même par ceux qui ne connaissent rien de l'histoire britannique. Et pourtant, derrière cette aura, la couronne conserve un lien intime avec ceux qui l'ont portée. La reine Élisabeth II, si discrète par nature, n'en a parlé qu'à 2 occasions durant son long règne. Dans une émission télévisée des années 1970 consacrée aux joyaux de la couronne et dans le documentaire The Coronation, diffusé en 2018. Dans les 2 cas, elle la manipula de ses propres mains, la regardant avec une familiarité presque affectueuse. Elle en évoqua le poids, la rigidité, les détails invisibles au public. Elle sourit, plaisanta même sur ses contraintes. Ces instants rares offrirent une nouvelle perspective. La couronne n'était pas seulement un objet de faste, mais un compagnon de vie. Une présence silencieuse, liée aux souvenirs personnels, aux devoirs accomplis, aux sacrifices consentis. Aujourd'hui, la couronne d'État impériale continue d'exister au cœur de la monarchie, non plus comme un objet porté, mais comme une idée incarnée. Elle n'a pas besoin d'être utilisée pour remplir son rôle. Sa seule existence suffit à rappeler la continuité du trône, l'éternité de la tradition. Elle ne règne pas, elle n'ordonne pas, elle ne parle pas, elle attend. Et dans cette attente silencieuse réside sa véritable force, rester debout, immuable, éternelle. La couronne d'État impérial n'est pas un vestige figé dans le passé. Elle est un fil vivant, tissé au travers des siècles, un lien silencieux entre les monarques d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Dans un monde qui change à une vitesse vertigineuse, où les traditions s'effacent, les rôles évoluent et les institutions se réinventent, la couronne, elle, demeure immobile. Elle n'a pas besoin de s'adapter. Sa force réside dans son immuabilité. L'avenir de la couronne ne dépend pas de la fréquence à laquelle elle sera portée, mais de ce qu'elle incarne. Pour les générations futures, elle sera bien plus qu'un ornement de cérémonie. Elle sera un rappel visible de ce que signifie hériter d'un trône. Le poids du devoir, la noblesse du service, la continuité d'un engagement séculaire. Lorsque la couronne refera surface, qu'elle soit placée sur la tête d'un nouveau souverain ou portée solennellement lors d'une grande cérémonie, elle ne signalera pas seulement un début de règne, elle rappellera au monde qu'elle a survécu à tous ceux qui l'ont portée. Elle continuera d'exister bien après qu'eux soient entrés dans l'histoire. Dans l'or massif et les pierres anciennes de cette couronne résident des échos d'empires révolus, de promesses murmurées, de serments prêtés à genoux. Elle ne scintille pas seulement, elle porte la mémoire collective. À notre époque, la couronne occupe un rôle presque sacré. Elle ne se montre que rarement, ce qui renforce d'autant plus l'intensité de sa présence. Elle n'a pas besoin de s'exhiber pour impressionner. Un seul regard suffit pour rappeler ce qu'elle représente. La stabilité dans l'incertitude, la permanence dans le changement, la tradition dans la modernité. Même dans un monde numérique, fait de flux rapides, d'images instantanées, de contenus éphémères, la couronne conserve une puissance irremplaçable. On ne peut pas la réduire à un pixel, à un hologramme ou à une icône. Elle existe dans la matière, dans le poids, dans le temps. Elle est l'histoire que l'on peut voir et presque toucher. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans le fait qu'un objet conçu pour un monarque soit transmis à un autre sans jamais changer. La couronne ne s'ajuste pas aux modes, elle ne se plie pas aux caprices du temps, elle n'appartient à personne, et pourtant, elle s'impose à tous.
Chaque souverain ne la possède pas, il ou elle la reçoit temporairement. On ne la revendique pas, on s'y soumet. Et c'est ainsi qu'elle continuera de vivre. Elle restera à la Tour de Londres, majestueusement exposée, attirant des millions de regards émerveillés. Elle réapparaîtra lors des moments décisifs de la monarchie, portée comme un message silencieux plus fort que les mots. Elle continuera d'alimenter l'imaginaire collectif, d'inspirer artistes, écrivains, réalisateurs. Elle suscitera le respect, la controverse, la fascination, mais jamais l'indifférence. Car la couronne d'État impérial ne gouverne pas, elle ne s'exprime pas, elle existe. Et dans cette existence simple, inaltérable, réside toute sa puissance. Elle est et restera éternelle.